de hertz là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, alors laissez-moi 2 secondes là, parce que putain, faut que je relance les logiciels qui doivent le. Putain, faut falloir que je retrouve aussi. Va falloir que je retrouve aussi les articles dont je voulais parler, moi. Bah oui, je vais trouver ça dans. Hop. Oh là 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 là. Fatigant, hein. Connerie. Windows, là. Bon, faut que j'aille dans mon historique. C'était quoi les 4 onglets fermés, là? Voilà. C'était ça, là. Ah, j'ai tout retrouvé. Très bien. Bon, là, j'ai tout retrouvé. Je suis mal cadré. Faut que je m'asseye plus. Voilà. Hop. On va pouvoir y aller. Bonjour. Putain de sa mère. Alors, donc, hop. On va... Désolé, hein, c'est dur aujourd'hui. Non mais en plus j'avais un beau programme, donc on va revenir au beau programme. J'avais un beau programme pour aujourd'hui avec un truc, avec un invité à 19h, oh là 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 là, c'est complètement fou. Un invité à 19h, mais décidément, c'était pas prévu, bah non. Mais tu sais, des fois les choses ça va très vite. Alors j'ai reçu des émoticônes train de live, je vais essayer de dire merci aux gens, il y avait qui? Il y avait beaucoup de monde, Merci Erwick, merci... Ah, attends. Hop, je vire les followers. Voilà, merci Harwick, merci Gestulianov, merci Barb. Alors ça, hop, déjà ça, non. Le micro, voilà, comme ça. Oh là là, j'en ai déjà marre. Donc, merci. Bon, attends, je roule ma clope aussi parce que c'est bon, on va pas s'énerver, on va pas se speeder. Salaud. En plus, ça continue. Merci, vous êtes nombreuses. Bah oui, tout le monde se fait chier. Non, on marque pas tant que ça finalement, parce que bon. Hein? Il y a quand même plein qui bossent quand même. Salaud. Donc, je finis de rouler ma clope. Je peux vous lire là? Oui, c'est bon. À 19h, il y a aussi la réunion des travailleurs de la tech. Ah oui, bah désolé, mais pour ceux qui travaillent pas dans la tech, ils peuvent rester du coup. Bartolbozzi, mais c'est toi, j'ai vu le pseudo là. Le son du micro, je n'aime pas ça. Les subs, ça me fait tousser. Salaud. Merci tout le monde là, les primes là, Andalsen, Soldarky, Hater. Donc oui, le costume, c'est parce que je vous respecte. Et que je me respecte. Et qu'on va pas se laisser dicter notre tenue par la barbarie et l'horreur. De tout ça. Salaud. Alors j'essaye toujours de remonter. Donc merci Bartolbozzi, merci Bing08. Omaraba, Exende. Oui c'est ça, hein. Oui c'est ça, je me suis trompé. Merci Rémi Stereo, Michel Semoule. Trop soyeux tes cheveux, c'est quoi ton shampoing? Merci à NG Jam, NDE Jam, merci pour ton taf, merci. Merci Aegir pour ton 15e mois quand même. Merci Super Midi Sound, merci Marin qui dit merci pour ton travail, merci Baclear, oui c'est ça Baclear. Mettez, mais vous êtes plein en fait. Merci Clioster, ça ne s'arrête jamais. Merci Masquivir. Merci Professeur Granatum, dab de gauche. Merci Milmesis, ta meilleure année. Hein, c'est mon Milmesis. Même pas bon. Ariman FR, Follower. Et voilà, après c'est des gens, c'était pendant il y a longtemps. Donc, merci Zigoto. Et si je devais rattraper, on va rattraper, hein, on va rattraper. En plus, il y en a qui ont des noms rigolos, je vois ça. Je m'étais arrêté à Airwick, donc là je remonte à Red Mariposa, Karl Marx en Air Max. Merci Adanselm, merci Sodarky. C'est trop darky. Merci Hater, j'ai déjà dit. Croûte de genou, merci Croûte de genou, merci Ploum Ploum Tralala, Estérillo Charlot, Maître Cantinier, Chinche,
Natrezim. Lamziriru, remonte-moi le moral avec de la gauche. Ouais, t'inquiète, attends, il y a un programme et tout, on va faire des trucs de gauche. Merci Captain Rafa, hein. Bon courage pour le confinement camarade, bon courage à toi aussi, merci Vuldarok et Scaramouche Nihiliste, voilà, on a tout fait. Oui, Karl Marx en Air Max, c'est très bien. Trump, réélu ou pas réélu? Alors moi je sais pas encore, hein. Merci Firou. Ah ouais, non mais moi les derniers jours... Oh les derniers jours je suis sorti. Hein. Je suis sorti... Merci pas de thunes. Bah tiens. Hier on s'est fait virer du bar. À 20h. Alors que c'était 21h normalement. Mais il y a des mecs qui sont venus. Ils ont fermé la terrasse, ils ont menacé d'une amende le bar parce qu'apparemment geste barrière, je sais pas quoi ça allait pas. Bon voilà, j'ai pas... Non mais je me suis fait engueuler sur Twitter, hein. Je vous ai dit sur Twitter, je vous ai dit... bon, il y a peut-être un peu moins de stream parce que là je profite des vrais gens et des terrasses. Et on m'a engueulé en mode irresponsable, il profite des terrasses. Bah écoutez, soit c'est autorisé, soit c'est pas autorisé. Moi si c'est autorisé, j'y vais. Si c'est pas autorisé, c'est pas mon... J'y vais pas. Voilà. Qui se souvient de Rigolax? Rigolax, moi je m'en souviens, Zulu Novembre. C'était dans Darkest Dungeon. Depuis qu'il a un smartphone, Usul il tweet à tout va. Ah oui, tiens d'ailleurs, les tweets. Hop. Ah oui, je peux mettre le chat dessus en plus maintenant. Oui, enfin, ça change pas grand chose, j'ai deux écrans, c'est quand même pas pour me faire chier à lire un petit écran. Gna. Salaud. Bah ouais. Ouais, j'ai pas le temps. Donc, Ouah, c'est reparti comme en 40. Merci qui? J'ai reçu des émoticônes. Non, ça fait des salauds, mais c'est meurtri. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Pierrec33 qui a démarré un gros... Wow, mais il est riche, Pierrec33. Pierrec33, il est en train de se... Ah ouais, d'accord. Mais c'est un scandale, là, ce qui est en train de se passer, Pierrec33. C'est complètement fou. 50 abonnements. Waouh. Ça s'appelle un gros don. Bah merci beaucoup, Pierrec33. De toute façon, on va se retrouver pas mal, là, pendant le confinement. Vous allez avoir le temps, puis moi, je vais pas avoir le choix. Merci Rio aussi, Rio04. Alors, ouais, merci beaucoup Pierrec33. Du coup, il y a plein d'abos, vous allez pouvoir aller spammer ça sur les autres chats. On se calme, les sirènes. Ça suffit. Pierrec33, c'est un ouf. Alors, les articles que j'ai mis de côté, oui, alors parce que voilà. Alors, niveau invité. Est-ce que ça vous intéresserait? Alors, il n'y a rien de décidé dans l'absolu, il n'y a pas de... Juste une idée en l'air. Je pense que vous allez me dire oui, mais c'est la deuxième partie de la question qui est plus intéressante. Merci à Dads. Dads 1973. Dans l'absolu, si jamais je pouvais avoir Jean-Luc. Si jamais je pouvais avoir Jean-Luc là en chat. On fait quoi avec lui? On oriente comment? On fait quoi comme question? Pour pas qu'il parte en monologue, tout ça, comment ça se gère un Jean-Luc? Déjà c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec Jean-Luc? Bah déjà moi Jean-Luc qui? Jean-Luc Reichmann bien sûr. À la Bourdin. Je lui fais une interview Bourdin. On lui fait les questions et les réponses. On le coach. On lui dit arrête, bon les Tchétchènes non, pas aujourd'hui. On fait un Usul là. Faut poser les questions qui fâchent. Ah ouais? C'est quoi les questions qui fâchent? On le traite d'islamo-gauchiste direct? Alors là où t'as raison, alors j'ai pas le temps parce que ça va vite dans le chat, mais c'est qu'il faut pas le laisser dérouler. Là faut que ce soit à la... En effet, faut que ce soit à la Bourdin, là faut qu'on soit au taquet. Et vous aussi.
Bah merci Pierrec33, je viens de lire ton DM. Non, bah je me décourage pas. Bah si, des fois je suis découragé. Mais là ça va. Ça nous dit pas ce qu'on fait avec Jean-Luc. On lui parle du Venezuela, vous pensez? On lui parle de la Bolivie, peut-être. On prépare les questions avec le chat. Ouais, merci Rafitech. On lui demande s'il appelle à voter Poutou. on lit avec lui le compte-rendu du 22e congrès. Pour lui dire... merci les jeunes avec Alain Juppé. Ah non, bah non, c'est... Je crois que c'est... Pierrec, il a choisi les pseudos les plus marrants. Les jeunes avec Juppé. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Quoi? Marlène ne fit pas caca. Un débat sur la pensée marxiste. Ah, ça c'est intéressant déjà. Lui demander... on fait un truc spécial juste sur Marx. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est une idée. Ça c'est original. Voilà. Ça, Bourdin, il lui posera jamais des questions sur Marx. Hein. On lui fait compter. On le fait compter jusqu'à 800 000. Non, c'est 600 000. Non, en tout cas, si ça peut se faire, moi je suis pas en position de refuser. Moi, ça, tu vois, ça fait du bien à la chaîne, ça apporte de la visibilité et tout. Si ça peut se faire. On invite Lionel Jospin. Salut Valioki. Merci. D'accord pour poser des questions hors actualité. Hein. Là, on est quand même, oui, on a quand même un petit consensus là-dessus. On reste pas sur... alors, hier, il s'est passé ça, des commentaires, là, tout de suite, maintenant. Non, rien à voir avec la loi de Baquet. Ah, merci de Baquet, oui. Les modos en sueur. Ouais, les modos en sueur, j'avoue. Oui, on parle de social-démocratie. On lui demande de signer à la place de Jospin. Bah, je sais pas si ce serait pas plus intéressant qu'il signe un de ses livres, mais je dois avouer que je n'ai pas de livre de Jean-Luc. Alors que j'en ai 2 de Jospin. Un Bourdin malin. Non, c'est pas un Bourdin malin. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, voilà. Voilà, je résume pour ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est... Si jamais on peut avoir Jean-Luc en Twitch, on parle de quoi avec lui, et je pense que ça peut être plus marrant de parler de Marx, de révolution, de matérialisme historique, quoi. Non, on va pas parler de ça. On lui fait commenter, le communisme c'est les soviets, plus l'électricité. Et KG, j'ai pas fini son bouquin, KG. Par contre, alors, petit programme d'aujourd'hui. Voilà, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on a toujours pas avancé. Avec ces histoires de micro, j'ai perdu une bonne demi-heure, quand même. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais baisser un peu, peut-être, le son de la zik, tu vois. Donc, le programme. Le programme, il est où? Il est là. Le programme. Ce qui est important, c'est le programme, les amis. Écoutez-moi, les gens. Le programme, c'est un article du Monde. Reconfiner la population sans confiner l'économie. Le pari d'Emmanuel Macron, par Claire Gatinois. Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer, a-t-il dit, refusant de choisir entre la vie des Français et la prospérité du pays. Sauf que bon, hein, c'est moins simple après. Demande-lui d'imiter Usul. Il fait un concours d'imitation de Jean-Luc avec Jean-Luc. Et voilà, bon. Donc du coup, full épisode où il te coach pour l'imitation. J'ai jamais osé faire Edoui devant Edoui non plus. Je suis trop timide. Merci Camouille la fripouille. Le programme, c'est rester chez toi et de sortir que pour aller bosser. Oui, donc on va en parler, évidemment. Donc là, c'est ce premier article du Monde que j'ai mis de côté. Un article de Mediapart qui fait le point sur la situation en Europe. Partout en Europe, le Covid malmène les démocraties parlementaires. Donc l'angle, du coup, il est politique. C'est comment aussi, démocratiquement, on gère ce genre de crise sanitaire. Donc ça me paraît pas mal. Un article par Amandine Alexandre, Donatien Huet, Ludovic Lamant et Corentin Léotard.
Ça, on va en parler après. Et l'islamo-gauchiste, comment ne naît pas une idéologie. La grande tribune publiée par Samuel Hayat le 27 octobre, donc il y a 3 jours. Et on va commencer par ça, c'est obligé, parce que je vous avais déjà dit que j'inviterais Samuel Hayat. Donc, on va lire sa tribune. Merci, Lair. On va lire la tribune à Samuel. Et il va nous rejoindre à 19h. Comme ça, on va pouvoir parler de ça, mais aussi des universités et du projet de loi de recherche, de la loi enfin, ce qu'était la LPPR, la loi pluriannuelle de financement de la recherche, qui est devenue entre-temps la LPR, ou je sais plus quoi, la PLR, LPR, c'est ça, loi de programmation de la recherche. Ils ont enlevé pluriannuel, c'était chiant, c'est vrai. Personne ne dit rien. Donc voilà, donc on va baisse les alertes. J'aime pas qu'on me parle à l'impératif lutteur des classes. Moi, ça me fait plaisir d'entendre salaud. Voilà, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que la cash money est en route. Vous connaissez la LPR? Non, mais en plus, il est pas bas là chez vous. Si, il est fort chez vous. J'allais dire, je peux peut-être baisser quand même un peu les alertes. Je vais pas les couper, je vais les baisser. Alert box. Voilà. Tac. Vas-y, fais des bruits salaud là. Salaud. Ah non, c'est pas ça alors. Bon, bah laisse tomber. C'est très bien, mais ça va s'arrêter, vous en faites pas. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Puis au moins, je les rate pas, moi, je les entends bien. Donc, il y a alerte, les amis. Vous connaissez Révolution permanente? Oui, on connaît Révolution permanente. Tu as vu le docu Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen? Non. L'extrême droite prend le terrain, non? Il faudrait que la gauche réagisse pour les calmer. Oui. Oui. Donc voilà, donc on a dit... On va parler aussi avec Samuel tout à l'heure, du coup, de ce qui se passe à l'université. Et on va commencer par sa tribune. Qui s'appelle l'islamo-gauchisme, comment ne naît pas une idéologie. Samuel, il est d'autant plus intéressant qu'il est donc du coup chercheur en sciences politiques et que voilà, du coup pour lui les mots ont un sens, une histoire, etc. Donc pour le chercheur en sciences politiques Samuel Hayat, le concept d'islamo-gauchisme est un épouvantail créé pour unir ceux et celles qui veulent stigmatiser les musulmans, s'opposer à la gauche et délégitimer les sciences sociales. Et ça, on y reviendra à ce processus de délégitimation des sciences sociales, parce que là, l'offensive contre les universités, elle est complètement ouf. Ça, ce sera le deuxième article, mais ça va faire partie des... J'ai tweeté là-dessus hier, hein, je vous résumais vite fait. Parmi les 3 mesures prévues, votées la nuit au Sénat... pour la loi de la recherche. La première, c'est de dire que maintenant la liberté académique, elle sera encadrée par les limites des valeurs républicaines. Donc t'imagines, si tu fais un travail de recherche qui n'est pas dans les valeurs républicaines, ça dégage. Donc qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que le concept est flou, donc qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va déterminer à un moment que par exemple les études de genre, c'est pas trop les valeurs républicaines, que les études intersectionnelles, c'est pas trop les valeurs républicaines, que des études critiques sur la police, c'est pas trop les valeurs républicaines, etc. Tu vois, donc jusqu'où, c'est quoi exactement? En tout cas, avant, ça n'existait pas. Avant, les libertés académiques, elles étaient encadrées par la loi. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et de pas faire, il y a des choses qu'on a le droit de dire et de pas dire, il y a la loi, c'est le pénal derrière, voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est pas trop ça, c'est plus trop ça l'idée. Deuxièmement, une nouvelle peine a été imaginée pour ceux qui perturberaient des discussions à l'université, une peine d'1 an de prison. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait un OLG où on montrait François Hollande qui s'était fait chahuter à Lille dans un amphi. Bon, maintenant, il y a une peine d'1 an de prison si quelqu'un vient chahuter François Hollande ou Sylviane Agacinski dans un amphi. Donc ça, pareil, sacré serrage de vis aussi, histoire de mettre au pas, pas seulement les universités, mais oui, les universités, les étudiants, les étudiantes, et la liberté académique des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses. Voilà, en gros. Et le dernier truc, c'est alors ça, c'est plus compliqué. Je demanderai à Samuel de nous expliquer pourquoi c'est important, parce qu'on le comprend moins a priori. Moi, je peux essayer de vous expliquer ce que j'ai compris, mais ça va être un petit peu compliqué. C'est le Conseil national des universités, je crois, le CNU.
qui va être, qui va plus servir à grand chose parce qu'il va plus distribuer les titres de je sais pas quoi pour être maître de conf. Enfin, ils abaissent. Enfin bon, bref, on verra plus tard. On verra plus tard. Ça sera à mon avis dans l'article ici là. Et on verra ça avec Samuel. Il nous expliquera mieux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent expliquer aux autres dans le chat au pire en attendant. Mais on va commencer par sa tribune déjà sur l'islamo-gauchisme et on reviendra après sur la fac. Est-ce que par exemple on va considérer que Samuel Hayat il est en dehors du cadre des valeurs de la République et on va lui faire perdre son poste avec ce genre de texte? Bon, ça fait partie des trucs chelous là qui sont en discussion. Alors que l'assassinat de Samuel Paty crée l'effroi dans toute la population, donnant lieu à de multiples prises de position et cérémonies officielles, des personnalités et courants politiques de droite en profitaient pour faire avancer leurs projets et leurs intérêts. Au sein du champ politique, ce fut l'occasion pour certains, comme le ministre de l'Intérieur, de se distinguer par des commentaires particulièrement outranciers. J'ai entendu un petit bruit, merci Camouille la fripouille. Ah non, ça rattrapait juste. C'est qui Samuel Hayat? Alors attends, Samuel Hayat, c'est un chercheur en sciences politiques, enseignant, chercheur, je sais plus où il enseigne d'ailleurs. Je sais plus, on lui demandera, mais en tout cas il sera avec nous tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est spécialiste, il me semble, plutôt du 19e siècle et de 1848, si je dis pas de conneries. Sinon, vous le googlez, hein. Vous devez avoir un internet avec vous. Samuel Hayat, H-A-Y-A-T. Voilà, café. Ah, il est à Lille, lui? Bon, bah voilà, on pourra parler de Hollande. Donc... Évidemment, ils ont avancé leur pion à droite. Ce fut l'occasion de se distinguer par des commentaires particulièrement outranciers, on a dit. Ils se préservaient ainsi un espace à la droite du macronisme en campagne contre le séparatisme, un terme jusque-là porté par la droite la plus nationaliste. Pour les intellectuels et les publicistes réactionnaires, l'occasion était trop belle de ressortir les vieux arguments islamophobes. Alors, publiciste, c'est tous ceux qui interviennent dans la sphère publique. Genre, moi, je suis un publiciste. Mais un éditorialiste du Figaro, Éric Zemmour, voilà, tous ceux qui sont pas assez balèzes pour être qualifiés d'intellectuels, mais qui parlent quand même dans la presse toute l'année, on les appelle des publicistes. Genre moi, voilà. Qui constituent leur fonds de commerce. Donc, pour les intellectuels et les publicistes réactionnaires... L'occasion était trop belle de ressortir leurs vieux arguments islamophobes qui constituent leur fonds de commerce et leur assurent de faire à chaque attentat un bon coup, tant en termes de visibilité médiatique qu'en termes de vente de leurs livres et magazines. Mais ces personnes n'ont pas seulement besoin pour exister de se voir adoubées par les journalistes et les présentateurs télé, il leur faut aussi conquérir des positions contre les intellectuels qui ne partagent pas leurs vues, en les attaquant avec d'autant plus de virulence que les médias qu'elles ont généralement peu de reconnaissance dans les autres... Quoi ? Avec d'autant plus de virulence dans les médias, voilà, qu'elles ont généralement peu de reconnaissance dans les autres arènes, et notamment dans le champ universitaire. Donc ces figures-là, les publicistes, les intellectuels à la con, les Pascal Bruckner, les Éric Zemmour, etc. Merci Flutix. Bon courage à tous et toutes pour le confinement. Et oui, et surtout à ceux qui bossent. Merci aussi à Anne Artichaut pour ton abonnement de niveau 1. Voilà, j'ai pas raté. Donc en gros, ouais, les Usul et compagnie, là, les Zemmour, les machins, donc ils attaquent les figures intellectuelles, celles qui ont du crédit dans le monde universitaire, et ils le font avec d'autant plus de facilité que eux-mêmes n'ont aucun crédit dans le monde universitaire. C'est des gens qui sont pas cités dans les travaux de recherche, dont la pensée politique ne sert à aucune espèce de recherche en sciences politiques que ce soit, etc., quoi. C'est des commentateurs, voilà. Et avec un travail dont l'intérêt frise, enfin voilà, bon, qui est pas très intéressant pour les sciences sociales en général. Les gens qui font pas de sciences sociales de toute façon, mais qui ont quand même un avis sur le monde et comment va la société, bien sûr. Donc, il faut aussi conquérir du coup des positions contre les intellectuels qui partagent pas leur point de vue. Et pour cela, ils ont construit un outil rhétorique efficace, empruntant à la fois à la longue histoire des polémistes d'extrême droite et à l'islamophobie ambiante, l'accusation d'islamo-gauchisme. Les fortunes d'un nouvel isme. Ce mot n'est pas un produit de la situation. Il a été inventé par des intellectuels réactionnaires dans les années 2000. Pierre-André Taguieff en tête, pour qualifier péjorativement une partie du mouvement altermondialiste et antiraciste. Le terme a initialement une certaine cohérence, il vise à mettre en lumière des alliances supposées entre des personnalités et des groupes revendiquant leur identité musulmane et une partie de l'extrême gauche. Si tu veux un article qui résume ce qui se passe pour l'université, on le lit juste après. Mais je peux le mettre dans le chat. Je vois que toi, t'as pas le temps.
Il y a des gens qui n'ont pas le temps ici. Hein. Voilà. Puis sinon, je l'ai tweeté aussi. Allez voir mon Twitter, parce que maintenant que j'ai un nouveau téléphone, je peux tweeter comme un ouf. Je peux même tweeter de dehors. Alors j'évite, hein, j'essaie de pas trop tweeter de dehors non plus, parce que sinon je vais dire des conneries. Non mais voilà, mais ça c'est, mais tu m'emmerdes, j'ai vu toi. C'est la banque qui me dit oui, télécharge l'appli. C'est bon, je vais pas télécharger toutes vos applis là. Vous avez pris tous anti-Covid là comme appli? Est-ce que vous êtes tous anti-Covid dans le chat où il y a des gens qui sont un peu pro-Covid? Tu peux tweeter partout sous surveillance des espions chinois, oui. C'est ça. Ah, il y a des pro-Covid, hein, beaucoup de pro-Covid dans le chat. Eh ouais. Erin pro-Covid. Non, je suis islamo-Covid, d'accord, ok. Très bien, alors vous êtes rétif, hein. Vous voulez pas faire comme le gouvernement il a dit, hein. Bravo. Bref. Donc sur le rapprochement à l'époque de l'altermondialisme, donc au tout début des années 2000, le rapprochement supposé entre certaines forces de l'extrême gauche et des mouvements musulmans par exemple. Parce que c'est vrai que à l'époque altermondialisme, il y avait beaucoup un truc de tiers-monde, de l'idée qu'il fallait aussi que les mouvements de gauche européens s'inspirent de ce qui se passait dans les pays décolonisés qui étaient encore en train de conquérir leur indépendance, etc. Et donc voilà. Donc les fortunes d'un nouvellisme. Donc de tels rapprochements ont pu avoir lieu, marginalement, dans le cadre de mouvements se voulant internationaux et inclusifs, en particulier au moment de la guerre en Irak, qui a redonné temporairement de la vigueur à l'anti-impérialisme. Il faut se rappeler que le Forum social mondial, par exemple, réunissait alors non seulement des syndicats et des partis, mais aussi des milliers d'associations, y compris religieuses. Et ça, j'ai fait un épisode là-dessus sur le monde d'après sera altermondialiste ou ne sera pas. Bon, il l'a pas été, donc du coup, il n'y a pas de monde d'après, c'est le même monde. Et on revenait là-dessus, sur cette période. Et que les mouvements chrétiens y occupaient une place centrale, sans que cela ne choque grand monde. Ouais. Mais toute la magie linguistique des réactionnaires est de transformer ces alliances de circonstances en un tout cohérent, voire un projet politique, en utilisant un petit suffixe présent dans toutes les langues européennes, isme. Issu du grec ancien, ismos, putain le prof. Le prof chiant. Le prof très chiant. Issu du grec ancien, ismos, puis du latin, ismus, le suffixe isme sert à indiquer une cohérence et une systématicité, permettant de transformer des mots ou des noms propres en des principes unificateurs. Le cube devient le cubisme, Marx le marxisme, la défaite le défaitisme. Cela fait des mots en isme d'excellents outils de regroupement, de classement, que ce soit en matière philosophique, esthétique, scientifique, religieuse ou politique, permettant de résumer en un mot une doctrine complexe dans laquelle il serait possible de se reconnaître et de se distinguer. De là, la très grande importance de ces ismes dans l'histoire des idées politiques. Libéralisme, conservatisme, socialisme, toutes les idéologies sont désignées par des ismes. Mais justement, parce que l'utilisation du isme suggère une systématicité, il est facile d'utiliser ce suffixe pour venir disqualifier une attitude consistant à pousser un principe trop loin, ou de le défendre de manière trop rigide. C'est comme ça qu'est inventé le mot gauchisme. Lénine utilise l'adjectif Levinsny, gauchiste, pour désigner l'attitude de certains communistes occidentaux refusant de participer aux élections ou aux syndicats par pureté révolutionnaire. Ce n'est pas le fait d'être de gauche qu'il critique, mais bien de l'être d'une manière qu'il juge excessive. Ou trop systématique, quoi. Ah, Lénine. Le usulisme, non, ça n'existe pas. Le terme d'islamo-gauchisme permet alors aux personnes qui l'utilisent d'amalgamer en un tout cohérent une série d'attitudes et de positions très diverses. C'est vrai qu'il n'y a pas de corps de doctrine de l'islamo-gauchisme. Tu vois, à gauche, on n'est pas là à dire comment on intègre l'islam à nos réflexions pour constituer un tout qui s'appellerait l'islamo-gauchisme, y compris, pareil, du côté des islamistes, ils sont pas là à se dire comment on intègre le gauchisme, machin, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a pas de corpus commun, il n'y a pas d'auteur commun, il n'y a rien, tu vois, c'est pas une idéologie.
et de jouer sur l'ambiguïté que cet amalgame autorise. Islamo renvoie à islamisme, mais aussi à islam. Les deux termes entretenant déjà eux-mêmes une relation ambiguë. En effet, le concept d'islamisme désigne à la fois une idéologie politico-religieuse cohérente issue du wahhabisme, la défense beaucoup plus floue d'une utilisation dite politique de l'islam, selon une conception de la séparation entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel spécifique à l'Occident chrétien, qui n'est jamais interrogé et qui n'a jamais d'ailleurs empêché les chrétiens de toute tendance d'agir en tant que tels dans la cité, et, de manière encore plus vague, un usage supposé excessif de la religion musulmane. Donc voilà, déjà même islamisme, il dit, c'est déjà trois choses différentes. Le terme gauchisme peut lui renvoyer à une doctrine particulière, née d'une critique interne à l'extrême gauche dans les années 68, ou bien... Ah, c'est l'Obs qui force pour la pub, là, j'ai pas bien vu. Ou bien, comme chez Lénine, désigner une attitude jugée excessivement à gauche. La combinaison de ces deux termes connaît une incertitude similaire, qualifiant initialement, et déjà de manière indue, une stratégie politique menée par des groupes identifiables, elle en vient progressivement à stigmatiser une attitude, celle d'une supposée complaisance avec l'islamisme ou avec l'islam, caractérisée par le refus de voir dans l'islamisme ou dans l'islam la menace centrale pesant sur les sociétés occidentales, voire par le simple fait de s'opposer au racisme spécifique que subissent aujourd'hui les musulmans, l'islamophobie. Jusque-là, tout est clair, hein, de comment ce terme-là ne veut rien dire, ne recoupe rien de précis, sert juste à créer un agrégat confus dans lequel on va jeter des gens qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, en vrai. Le tartiflettisme ou raclettisme? Ah, tartiflette, moi. Merci, tartiraclette. Ainsi, de Pierre-André Taguieff, on passe à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, dénonçant par ce terme dans le journal du dimanche du 25 octobre à la fois une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles qui convergent avec les intérêts des islamistes, Edoui Plenel, qui déploie méthodiquement une stratégie de conquête des esprits, la France insoumise, qui cherche chez les musulmans un substitut à leurs électeurs perdus, et Jean-Luc Mélenchon, coupable de trahison parce qu'il a participé à une marche contre l'islamophobie. Mettez-moi des petits Edoui dans le chat, montrez qu'on est avec lui. On vous a offert des subs, vous me mettez des petits Edoui maintenant. Hein, l'Elisabeth Lévisme aussi. Voilà, comme ça tout le monde peut le faire grâce à Pierrec. Abonnez-vous. Alors donc, il serait facile, confronté à cette bouillie, de ne répondre que par le mépris. Bon, ça, moi, c'est un peu ce que je fais d'habitude. Non seulement pour le manque d'intelligence intellectuelle le manque d'exigence intellectuelle du ministre, mais aussi pour le terme même d'islamo-gauchisme, dont cette interview montre la vacuité. Merci, 1, 2, 3, Marat des Bois. Mais ce serait se tromper. Et donc lui, il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, alors que moi, je fais comme ça. Tu veux pas qu'on s'entende, Samuel? Tu veux pas qu'on discute? Mais ce serait se tromper. C'est justement parce que ce terme ne cesse de perdre en précision qu'il gagne en efficacité. La force du terme est ce qui justifie son usage par les réactionnaires et qu'il permet de jouer sur les multiples ambiguïtés du mot et d'amalgamer des universitaires spécialistes de l'islam ou des questions raciales n'ayant souvent aucun lien avec l'extrême gauche, des intellectuels, engagés ou non, ne travaillant pas du tout sur ces questions, mais par exemple sur le féminisme, mais aussi des syndicats, des journaux, des associations luttant contre l'islamophobie, et de lier tout cela, sans le moindre début de preuve, au projet mortifère porté par les groupes djihadistes ou takfiristes, inspirant des attentats et assassinats comme celui de Samuel Paty. J'ai raté Granny Weatherglass. Merci Granny Weatherglass. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire de la modo hardcore ou... Salaud ou... Bonsoir à tous les islamo-gauchistes. Merci Comet Leader. Merci aussi Yacht Subbed. Salaud. Ils ok pour le moment. Bon, ça va. Donc les ambiguïtés du mot pour regrouper tout le monde et puis les amalgamer à des mecs qui sont capables de couper une tête dans la rue, quoi. Parler d'islamo-gauchiste à l'université parler d'islamo-gauchisme à l'université permet alors de faire d'une pierre trois coups. D'abord, c'est jouer sur l'islamophobie ambiante pour amener les personnes les plus sensibles à ce discours à s'opposer à la gauche, et en particulier aux universitaires critiques, dont
fait partie Samuel Hayat. Deuxièmement, cela permet de donner des armes aux personnes de droite qui veulent avant tout attaquer la gauche universitaire. Enfin, cela apporte de l'eau au moulin des personnes qui, de manière plus générale, sont contre l'université et participent à sa destruction, comme le ministre Blanquer, en présentant les chercheurs en sciences sociales comme des traîtres à la science, utilisant leur position pour défendre à la fois le gauchisme et l'islamisme. Allons-y, il n'y a pas de danger. La clope choque les enfants des parents du chat. Hein, les enfants des parents du chat. Ah bon? Merde. La dénonciation d'islamo-gauchisme active ainsi la perméabilité entre islamophobie, opposition à la gauche et anti-intellectualisme. 3 éléments que partagent la plupart des plumes réactionnaires. Ils sont tous islamophobes, anti-gauche évidemment et anti-intellectuels. Voilà, vous prenez Elisabeth Lévy, très bon exemple. Merci Darkshine29. Il permet de réunir autour d'un même combat des personnes venant plutôt de la gauche anti-religieuse, d'autres venues de la droite et de l'extrême droite, d'autres en lutte contre les sciences sociales. C'est là son danger principal, comme le montre la fortune historique d'un autre mot, celui de judéo-bolchevique, composé de la même manière qu'islamo-gauchisme. Merci Charles Pastèque. Et c'est bon. La clope c'est son côté BHL, mais il fume plus BHL. Le judéo-bolchevisme, vous avez beaucoup entendu cette formule ces derniers temps, mais autant développons sur judéo-bolchevisme. Le judéo-bolchevisme est initialement, au début du XXe siècle, une accusation faite au Parti communiste d'être contrôlé secrètement par les Juifs, dont le plan secret serait la déstabilisation de l'Occident et la domination mondiale. Certes, c'est une accusation antisémite, mais elle n'est pas seulement antisémite. Elle permet surtout en Russie aux tsaristes, puis aux armées blanches contre-révolutionnaires à partir de 1917, d'utiliser le climat antisémite très répandu alors pour mobiliser contre le parti bolchevique, puis contre l'armée rouge. Ce mythe du judéo-bolchevique amène les antisémites à devenir anticommunistes. Et parallèlement rend les résistances anti-bolcheviques perméables aux idées antisémites, d'où des pogroms faisant des dizaines de milliers de morts parmi les juifs russes, là où les armées blanches triomphent. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Invention du pouvoir tsariste pour unir antisémites et anticommunistes, le mythe du judéo-bolchevique quitte ensuite la Russie pour venir nourrir dans les années 20 et 30 les mouvements d'extrême droite européens, nazisme en tête. Ces mouvements unissent alors antisémites et anticommunistes dans une même alliance haineuse aux conséquences catastrophiques. Cette comparaison montre que l'accusation d'islamo-gauchisme n'a rien d'anodine. Elle est dangereuse, il ne suffit pas de faire valoir l'évidence que cette idéologie n'existe pas à l'université ni ailleurs, car c'est plus insidieusement un épouvantail créé pour permettre l'union de ceux et celles qui veulent stigmatiser les musulmans, s'opposer à la gauche et délégitimer les sciences sociales sous la houlette de politiciens et de publicistes réactionnaires. Mais il y a une autre leçon à cette comparaison. Putain, un petit rototo pendant que je parle, c'est toujours très élégant. Mais il y a une autre leçon à cette comparaison. Pour construire le mythe du judéo-bolchevisme, les réactionnaires russes faisaient valoir la présence massive de juifs ou de juives au sein du mouvement communiste. Il faut le dire, c'est vrai, et c'est l'honneur du communisme que d'avoir accueilli en son sein des prolétaires de toute origine, même et surtout les juifs et les juives qui subissaient alors en Europe et aux États-Unis non seulement l'exploitation capitaliste comme tous les travailleurs, mais aussi un racisme systémique, parfois légalement organisé, comme en Russie. Il y avait de nombreux juifs dans le parti bolchevique, car on y luttait contre toutes les oppressions, et les juifs pouvaient y militer en tant que juifs, comme en témoigne l'histoire de l'Union générale des travailleurs juifs, le Bund, qui existait en tant qu'organisation juive au sein du Parti social-démocrate russe. Parler de judéo-bolchevisme était évidemment paranoïaque, mais cela pouvait au moins s'appuyer sur une réalité, celle de l'inclusion des juifs dans le mouvement communiste. Peut-on en dire autant de l'islamo-gauchisme ? On peut en douter. Les réactionnaires ne visent pas d'abord avec ce terme des musulmans au sein des partis de gauche ou des départements de sciences sociales, mais des musulmans qui seraient complices volontairement ou non des islamistes. Il y a une raison à cela. Si l'accusation d'islamo-gauchisme ne vise pas les musulmans, c'est qu'ils sont anormalement sous-représentés dans les partis, y compris d'extrême gauche, et dans les universités, y compris les départements de sciences sociales, du fait de la discrimination qui les frappe dans toute la société. L'accusation d'islamo-gauchisme est d'autant plus délirante qu'à la différence du communisme du siècle dernier, les universités et les partis politiques français sont largement fermés aux minorités racisées, musulmanes ou non. Elle agit alors comme un révélateur de la gravité du racisme systémique en France, tellement ancré que même les accusations paranoïaques d'islamo-gauchisme ne sauraient trouver le moindre élément réel pour les étayer. La lutte contre les... oui, c'est ça. C'est-à-dire, montrez-nous des islamistes à l'université.
Montrez-les-nous vraiment, quoi. Pas des musulmans, juste. Des islamistes. La lutte contre les projets réactionnaires suppose alors non seulement de s'opposer pied à pied à toutes celles et tous ceux qui essaient de promouvoir cette étiquette intrinsèquement islamophobe, droitarde et anti-intellectuelle, mais aussi de se battre pour une université et une gauche réellement inclusive, ouverte à toutes et tous, en particulier aux dominés, parmi lesquels figurent aujourd'hui les musulmans de France. Donc c'est ça, hein, la lutte contre les projets réactionnaires, lui il est là à dire, du coup évidemment il faut s'opposer à la droite, mais il faut aussi ouvrir plus que jamais la gauche, notamment aux musulmans de France. Aussi, merci Gatsu01. Et Sophia Aram, elle en pense quoi? Bah, je sais pas, mais en général, elle aime pas les islamo-gauchistes, elle, je crois. Voilà pour l'article de Samuel Hayat. Vous en pensez quoi, là? De toute façon, on va en parler avec lui tout à l'heure. Je vais peut-être commencer à prendre des notes, d'ailleurs. Je vais peut-être commencer à prendre des notes ici, tiens. Hop. Je t'invite à installer quoi? Sur ton navigateur, une extension pour simplifier la lecture, ça enlève la pub et les extensions d'articles, etc. Il reste que l'essentiel sur la page après. Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas, d'habitude, j'ai pas besoin. Un bel article islamo-gauchiste. J'ai rien compris, mais c'était bien. D'accord. Intéressant, instructif. Il fait beaucoup de raccourcis. Bah alors, faut me dire lesquels. Il vient tout à l'heure? Oui, il vient tout à l'heure. Il vient tout à l'heure. Hyper bien résumé. Where are the Marxistes? C'est pas mal écrit, mais on n'y apprend pas grand-chose. Bah non, mais en fait, au-delà d'apprendre ou de pas apprendre, au moins c'est à contre-courant, quoi. Ça a été publié le 27, donc il y a 3 jours. Très peu de temps après ma vidéo aussi. Enfin, à un moment où on s'en prend plein la gueule depuis une semaine. Et où ça fait du bien d'avoir des réponses, parce que tu regardais le plateau de C'est à vous, le plateau de France Inter, tu regardais tous les plateaux, ils invitaient que Bruckner, Fourest, et tout le monde tapait sur la gauche. Et donc on retrouve le truc du judéo-bolchevisme, c'est-à-dire, vu que tout le monde là a peur des musulmans et est fâché contre les musulmans, eh ben on va se servir de ça pour discréditer la gauche. Et c'est bien pratique. Voilà, l'union des islamophobes et du droitard. Voilà. Mais normalement, ils sont aussi islamophobes. Donc. Bon, bah, ce matin, c'était dingue, la télé-radio et les invités et les propos. Oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Salaud! Merci, Cuistre Roi. Est-ce que islamo-gauchiste, c'est pas un terme raciste? Je sais pas. Mais j'ai l'impression, c'est vrai qu'il y a des personnalités, je pense à Daniel Obono, je pense à Rokhaya Diallo, je pense à des personnalités non blanches dans le champ politique. Elles sont systématiquement accusées d'islamo-gauchisme alors qu'elles ont même pas ouvert leur gueule. C'est un peu aussi une manière non seulement de faire taire la gauche, mais aussi de faire taire les racisés. Ça devient très compliqué de l'ouvrir ces temps-ci, quoi. Merci Marcadia. Heureusement, on n'est pas obligé sur Twitch de faire des streams dans le cadre des valeurs de la République. On peut encore réfléchir un petit peu, j'espère. Salam de Belgique, les gauchistes. Et aussi de faire taire les femmes. Oui, oui, parce qu'il le précisait, il y a les communistes, il y a les féministes aussi dedans. Ouais. Tu vois, Alice Coffin, elle parle jamais des musulmans, mais elle va être dans les islamo-gauchistes qu'il faut faire taire à l'université, etc., et qui gangrènent, qui ont préparé le terrain à l'islamisme. C'est comme Journalop, ouais, un peu, mais pas tellement. Il y a des études pour prouver ce qu'il dit sur ce qui est fait qu'il n'y a pas d'islamistes, je le crois, mais si on a des preuves, c'est mieux pour débattre. Attends, des études sur le fait qu'il n'y a pas d'islamistes où? Précisez un peu vos questions. La République, ouais. Ça hurle dehors, il y a des enfants. Et Macron, il en pense quoi? Bah oui, c'est vrai, Macron, il nomme Darmanin à l'intérieur et Blanquer à l'éducation, donc il va y faire avec. C'est de sa faute. Macron démission, Macron explosion même. Vous connaissez cette vidéo? Je vais vous la passer parce que...
Macron explosion. Est-ce que je la retrouve? Merde, je vais pas la retrouver. Peut-être sur Twitter. Non, c'est pas très grave en même temps. Meilleure vidéo du moment. Oui, je l'ai vu sur Twitter, mais... Attends, je vais chercher sur Twitter. Alors, faut que je vous la passe quand même, merde. Macron explosion. Voilà. Hop. Comment, tac. Voilà, je vous mets ça vite fait. Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Et vous? Alors là, on n'est pas tellement dans les valeurs de la République, là, hein, quand même. C'est un petit peu chaud, évidemment, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, bien entendu. C'est un petit peu dangereux. Là, c'est fou, hein, Macron. Tu vas faire Macron, putain, explosion. Ah ouais, non, prenez une camomille. Elle a du coffre, oui, elle a du coffre, oui. Ah, c'est ton nouveau réveil matin? Cette vidéo est faite par des professionnels, hein, en effet, ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Ça se trouve, en plus, on le sait pas, mais elle est passée en comparution immédiate et elle est déjà en prison, tu vois. Donc. Pauvre Macron, bah oui. Là, j'ai vu, alors Hervé Kempf a fait un article, j'ai vu un truc dans Politis aussi, apparemment, qui était pas mal. Je crois que c'était dans Politis. Je crois que c'est l'édito de Denis Sieffert, qui était l'ancien rédac-chef, mais qui maintenant fait juste des éditos. Je sais plus qui, c'est Sébastien Fontenelle qui a dit que l'édito était bien. On peut regarder, hein. Billet, ça doit être dans Billet. Bon, bah, je le retrouve pas. Truc de Denis Sieffert. Ou alors, c'est peut-être un édito vidéo. Vous savez, vous? Non, c'est... Vous savez pas, vous savez jamais, vous. De toute façon, on peut rien vous demander à vous. Merde, j'ai perdu mon chat. Pourquoi j'ai perdu mon chat? Il a disparu, mon chat, d'à côté du truc, là. Faut que je clique où pour le remettre? Y a rien qui va aujourd'hui, hein. Où qu'il est, mon chat? Salaud! Salaud, mon chat. Ah, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Où mon chat? Chat explosion. On sait pas. Bah, vous savez pas, bah, renseignez-vous, merde. Il est où mon chat? On est là, mais je peux vous lire dans le retour, mais je vous lis pas dans le... J'ai plus le chat en live, là. Attends, et si je fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça... Ah, bah attends, ça je peux pas le détacher d'ici, là. Pop out. Oh, j'ai pop out le chat. Bah oui, c'est pas con, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Ah bah voilà. Eh ben on a bien avancé. Bon, alors... On disait quoi? On disait la suite, c'est de regarder maintenant ce qui s'est passé au Sénat. Pendant la crise, le détricotage du statut des chercheurs continue. Donc ça s'est passé dans la nuit de hier, enfin d'avant-hier à hier. Et vous vous doutez bien qu'avec... Ou de cette nuit là, non? Ah mais non, mais c'était cette nuit ou la nuit d'avant? Enfin, je sais plus. Mais vous vous doutez bien qu'avec le... Voilà, ce qui s'est passé ces derniers temps, les attaques au couteau de Nice, avec l'attaque facho de je sais plus d'où d'ailleurs. Merci Dadou 945. Nuit d'avant, ouais. Oui, là c'était la nuit du confinement, c'est vrai, c'est vrai.
Non, foutez pas des liens dans le chat si moi je vous l'ai pas dit, ok? Ok? Avignon. C'est Avignon. Est-il possible d'avoir une imitation? Oui, mais faut sucer. Faut sub, pardon. Je suis trompé. Donc. Tac. Et le truc sur l'université. Depuis le déconfinement, les universitaires doivent mener de front l'adaptation de leurs cours à la crise sanitaire, le suivi scientifique du Covid-19 et la lutte contre une réforme néolibérale de leur secteur d'activité. Crise sanitaire ou pas, le gouvernement... Donc là, on est dans l'IB et c'est sorti aujourd'hui, je crois. Crise sanitaire ou pas, le gouvernement poursuit sa réforme controversée de la recherche. Depuis mercredi, le Sénat étudie le projet de loi... Vous êtes choqués, mais non, c'est pas Darmanin, je citais la classe américaine. Allons bon. Depuis mercredi, le Sénat étudie le projet de loi de programmation de la recherche, le LPR donc. Hier, un amendement est passé avec l'avis favorable du gouvernement pour ouvrir la voie à un recrutement des professeurs d'université sans l'aval du Conseil national des universités. Alors voilà, c'est ça sur lequel je voulais qu'on revienne, le truc du CNU là. Parce que pour avoir l'aval du CNU, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, les universités vont pouvoir prendre des profs dans des domaines particuliers d'ailleurs, parce que sont exclus la médecine, le droit, plein de matières de droite. En fait, ça concerne surtout les sciences humaines. Merci, Pemph. Ça concerne surtout les sciences humaines, et donc vous allez pouvoir vous retrouver avec des maîtres de conf qui n'ont pas passé leur... Enfin bon, on va voir. Vous allez voir, ils vont développer. Un séisme dans le milieu. Tout de suite, le dit CNU lance une pétition. Donc le CNU, c'est une instance élue qui vient après. Tu postules auprès d'eux, je crois, pour avoir un poste de. En tout cas, faut leur aval pour avoir un poste de maître de conf ou de prof d'université, un truc comme ça. Donc un séisme dans le milieu, tout de suite le dit CNU lance une pétition fustigeant que la remise en cause du rôle d'une instance nationale dans le recrutement des enseignants-chercheurs ouvre la voie à la suppression de leur statut de fonctionnaire d'État. Le SNESUP-FSU dénonce une décision abusive et inconsidérée. Les universitaires ne devraient pas avoir à se pencher sur ces questions alors qu'ils doivent adapter leurs cours lundi aux nouvelles consignes de reconfinement tombées ce matin. Le CNU n'est pas le seul visé. Faisant preuve d'un cynisme politique absolu, le gouvernement accepte des amendements proposant de retoucher la définition des libertés académiques dont jouissent les universitaires, ou encore de sanctionner d'1 an de prison le fait de pénétrer dans une université dans le but d'entraver la tenue d'un débat. Qui définit pourquoi t'es rentré ? Dans le but, c'est dans ta tête que tu connais ton but quand tu rentres dans une université. Donc là, le truc, c'est même pas de sanctionner des gens qui font du chahut pour perturber un débat. C'est de perturber, même de foutre 1 an de prison à des gens qui juste ont pénétré sur l'université dans l'éventuel but de... C'est encore plus ouf. Merci Dogswar de A. Merci. Les discussions au Sénat qui se poursuivent cet après-midi sont en complète déconnexion avec les questions qui se posent au jour le jour dans les laboratoires. Merci Eddie Mitchum. Face à la pandémie, Emmanuel Macron avait pourtant annoncé en mars la suspension de toutes les réformes en cours. La LPR a donc fait exception. La ministre Frédérique Vidal a remis sa loi sur les rails dès début juin et elle a avancé. Malgré les critiques des syndicats, du comité d'éthique, du CNRS, de la commission permanente du Conseil national des universités, de l'Assemblée des directions de laboratoire, des sociétés savantes ou encore du Conseil économique, social et écologique, elle a avancé. En pleine polémique, en pleine épidémie de coronavirus, l'énergie du ministère, mais aussi des universités et des scientifiques a été mobilisée par ce texte de loi. Résultat, si la mobilisation de la communauté de la recherche a été exceptionnelle dans cette crise, un rapport sénatorial pointe aussi le manque de stratégie nationale et l'absence de structure de pilotage. Donc là, l'angle, c'est plutôt que de s'attarder vraiment, ce sur quoi on s'attardera ce soir, sur le rôle du CNU, les nouvelles sanctions, la définition des libertés académiques qui vont maintenant devoir s'exercer dans le respect des valeurs de la République. Malgré ça, l'angle de l'article, c'est plutôt dire, dis donc, elle a continué à faire sa réforme alors même qu'elle aurait mieux fait de s'occuper de comment on allait gérer le Covid à la rentrée dans les universités, quoi. Merci Sergei Drakovitch. Alors je sais pas si le Conseil constitutionnel va faire quelque chose, je sais pas, on verra. En pleine épidémie de coronavirus, l'énergie du ministère, mais aussi des...
Des scientifiques ont pu tenir les propos les plus farfelus sur cette crise sans jamais être contredits ou rappelés à l'ordre. Les projets de recherche ont été lancés en mode dispersé. La préparation de la rentrée universitaire a été défaillante, faisant naître le terme d'émerdentiel pour la qualifier. Tout ça pour faire passer une loi dont la communauté ne veut pas. Alors, un projet de loi en décalage complet avec les attentes de la communauté. Les attentes de la communauté, là, des questions par Olivier Monomo. Alors ça, on va pas pouvoir le lire parce que j'ai pas pris l'abonnement Libé, moi. Toujours pas. Usul a tellement des pubs de vieux. Ouais, j'avoue, les trucs là, les trucs sur le côté là. Véritable monnaie, elles vaudront toujours leur valeur faciale. Quoi ? Performance et légèreté pour une meilleure productivité. En savoir plus. J'avoue, j'ai des pubs de merde. Pas la peine Libé, mais écoute, moi je défends Libé, moi. Bon. De toute façon, là, on va parler un peu de reconfinement. On va commencer par cet article et ensuite on va regarder la situation partout en Europe parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Nous, on a le nez dans la situation française. On va essayer de comprendre les choix d'Emmanuel Macron avec cet article de Claire Gatinois. Reconfiner la population sans confiner l'économie, le pari d'Emmanuel Macron. Et ensuite, on va prendre un peu de recul et essayer de regarder ce qui se fait ailleurs en Europe. Parce qu'ils disent souvent... ah bah vous voyez bien, de toute façon, ça reprend partout en Europe. D'accord, mais est-ce que les autres pays font comment machin. Soutien au Macron explosion. Merci, monsieur Hall. Très bien, très bien. T'as vu les derniers articles de la Quadrature du Net? Non. Check ce qui se passe en Belgique. Alors, je fais ce que je veux. Et on ne me parle pas à l'impératif dans ce chat. Apparemment, c'est pareil qu'au Québec. Libé, le journal des boomers de droite qui ont des scrupules. Ben, je suis pas un boomer de droite, moi, et puis j'ai pas de scrupules. Le plus symptomatique, c'est que Frédérique Vidal n'a même pas été annoncé au moment du remaniement par le secrétaire général de l'Élysée et aucun média ne s'en est rendu compte. Ah ouais? Putain, je savais pas ça. Je savais pas. Bon, c'est anecdotique, mais c'est marrant. L'article de Denis Sieffer, silence dans les rangs. Oui, bah, d'après ce que j'ai compris, le truc de Denis Sieffer, c'est pour dire, en gros, on veut faire taire la gauche, quoi. Mais bon, moi, je l'avais dit lundi dernier, déjà, donc bon. Tout le monde est d'accord, quoi. Tout le monde est d'accord. Impératif. Usul, lis ce que tu veux, c'est un ordre. Voilà, c'est bien. C'est bien, j'aime bien faire ce que je veux, moi, sur mon chat, sur mon stream à moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on disait? Le Covid malmène les démocraties parlementaires. Non, ça c'est celui qu'on lit en deuxième. D'abord, on va lire reconfiner la population sans confiner l'économie, le pari d'Emmanuel Macron. Faut qu'on se speed parce que c'est à 19h qu'on reçoit Samuel. Et... oh, ça va, non, même j'ai pas faim, j'ai mangé juste avant. Enfin, bref. Non, c'est notre stream. Non, c'est pas votre stream, c'est mon stream. Ok? Vous allez faire du gauchisme sur le stream de Cotentin, si vous voulez. Mais c'est pas ici le gauchisme, on est d'accord? Merci Rudage Bjarkan. Le confinement est une pure connerie, oui. C'est quand même dommage. Host ne s'appelle pas vraiment Cotentin, tu en penses quoi? J'en pense pas grand chose. Ah, Samuel Hayat, bande d'abrutis. Le streaming, c'est moi. Voilà, ma personne est sacrée, mon stream est sacré. La chaîne de Cotentin, c'est Host Politique. OST, là vous avez le droit de mettre le... Et lui, il fait une matinale. Alors là, il n'y en avait pas de la semaine, je crois qu'il était en vacances. Je crois qu'il n'est pas à Lyon d'ailleurs. Je crois qu'il est reparti en Haute-Savoie. Tu devrais régler l'intensité de la flamme de ton briquet. Mais je fais bien ce que je veux. Mais vous allez arrêter de me donner des conseils nuls? Pas possible ça. Putain, mais n'importe quoi. Bon, alors. Reconfiner la population sans confiner le capitalisme. Bon. Alors, pour venir à bout du Covid-19 et maîtriser la deuxième vague de la pandémie qui submerge la France, il n'y a pas de solution magique.
a prévenu Emmanuel Macron lors de son allocution mercredi 28 octobre. C'est pourtant bien un miracle, ou pour le moins une prouesse, qu'attend le chef de l'État, appelant à confiner la population sans confiner l'économie. Donner un coup de frein brutal aux contaminations, sans congeler l'activité. Le président de la République a confirmé qu'il n'entendait pas choisir entre la vie des Français et la prospérité du pays. Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus de système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour la financer, a-t-il asséné. L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer. Au printemps, le confinement aura provoqué un manque à gagner pour l'économie de l'ordre de 60 milliards d'euros par mois. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'en étais à milliards, 60 milliards d'euros par mois. Chiffrent les économistes. Finalement, les méfaits du confinement auront conduit à une récession de 5,9% au premier trimestre et de 13,8% au deuxième, du jamais vu depuis l'après-guerre et la publication des premières statistiques de l'INSEE en 1949. Ainsi, le nouveau confinement, qui entrera en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi, entend limiter les effets désastreux qu'avait eu le premier. Ce tour de force, Emmanuel Macron pense le mener en imposant un confinement plus souple que celui mis en place entre mars et mai. Comme au printemps, les commerces de produits non essentiels, les bars, les restaurants, les centres de loisirs sportifs ou culturels resteront fermés. Merci Jojo Stream Live, bonjour. Tous les citoyens seront appelés à rester chez eux et le télétravail sera encouragé. 5 jours sur 5 dans le privé, a précisé le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale jeudi. Mais nous avons appris des événements du printemps, a souligné Emmanuel Macron. Les écoles resteront ouvertes. Le travail pourra continuer, précise le chef de l'État. Officiellement, le maintien des activités scolaires vise à éviter le décrochage des élèves. Mon cul. Mais la mesure, qui concerne aussi les crèches, permettra surtout aux parents de pouvoir travailler, notamment de chez eux, sans contrainte familiale. Les administrations aussi resteront ouvertes, ainsi les entrepreneurs pourront poursuivre les démarches nécessaires, évitant le gel de secteurs clés de l'économie comme celui du bâtiment. Pour le reste, les victimes inéluctables de ce deuxième confinement bénéficieront du « quoi qu'il en coûte ». Cette réponse économique, parmi les plus protectrices du monde, assure Emmanuel Macron. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises, promet-il, évoquant la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois des pertes en chiffre d'affaires, un dispositif déjà en vigueur depuis septembre pour les secteurs les plus affectés par la crise. Je crois que j'ai progressé en Emmanuel Macron un petit peu là. J'ai un peu progressé. L'arsenal enclenché au printemps est donc réactivé, amplifié ou prolongé, qu'il s'agisse du chômage partiel, du recours aux fonds de garantie ou des prêts garantis par l'État. À cela s'ajoute la promesse de nouvelles mesures attendues d'ici les prochaines semaines, afin de soutenir les trésoreries de sociétés mises à sec du fait des charges et des loyers, ainsi que d'un plan spécial pour les indépendants, les commerçants et les très petites et moyennes entreprises. Le premier confinement avait marqué le triomphe de la santé sur l'argent. Depuis, les choses ont changé, observe Daniel Cohen, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Merci, je sais pas qui, merci à Frigoric O. Joyeux reconfinement à tous, mais surtout bon courage. Oui. On est beaucoup plus attentif à ménager l'économie à présent. De fait, la préoccupation de l'Élysée et de Bercy est aussi celle des Français. Ah bon? L'inquiétude sanitaire? Ah non, Brice Couturier. Alors, faut pas confondre avec... Quoi? Mais c'est Brice Teinturier, pas Brice Couturier. Le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Je crois qu'il y a une coquille, là. C'est Teinturier, pas Couturier. Les gens, ils les confondent tout le temps. Vérifiez, on va vérifier ça tout de suite. Brice Couturier, alerte boomer. Mais là, c'est pas Brice Couturier, il le présente comme directeur général délégué de l'Institut des sondages Ipsos. C'est Teinturier. C'est Brice Teinturier, bande d'abrutis. Alors, Le Monde, y a personne qui relit? Bah oui, c'est sûr. Bande d'andouilles. Tiens, je vais faire un screenshot et je vais faire un tweet. Je vais faire un tweet, c'est un scandale.
Je vais dire que c'est un scandale. Vous êtes prêts à ce que je dise que c'est un scandale ou pas? On fait ça? Ou je continue juste mon stream et je fais pas de tweet? C'était sûr en fait. Ça change quoi au final? Bah ça change que j'avais pas envie d'entendre parler de Brice Couturier là maintenant. Il est déjà assez partout à dire de la merde sur France Q, etc. pour pas qu'il y ait son nom là, alors que ça devrait être Brice Teinturier. C'est deux métiers complètement distincts, couturier et teinturier. C'est pas le même boulot, c'est pas le même... Ils disent pas la même chose. Non, non, non. Merci Askilian. Bon, tant pis, je fais pas de tweet, ça va prendre du temps. Mais... non, si je fais un tweet quand même, vas-y. Ouais, donnez-moi 2 minutes, je fais un tweet là. Ah là, j'en ai marre, je fais un tweet moi. Alors moi quand je râle, quand je suis pas content, je fais un tweet. Allez, on lance, on fait une capture, hop, on sort Paint. Et puis je vais faire le mec vraiment outré, quoi. Vraiment, je suis outré. Voilà, je vais être outré. Donnez-moi une bonne idée de formulation du tweet sur le fait que c'est un scandale et qu'on en bouffe déjà assez comme ça du Brice Couturier. Tac. Hop, je souligne. Hein. Hop. Je vais faire un petit point d'exclamation, point d'interrogation. Voilà, comme ça on a l'image. Là déjà j'ai l'image. Bien boomer, c'est bien. Enregistré sous. Dans mon dossier spécial qui s'appelle Conneries Twitter. Voilà, couturier, teinturier. C'est un scandale cette histoire. Salaud! Merci Captain Triste Gueule. Captain Triste Gueule. Ah, je vous dis, j'en ai marre. Un tweet en mode Juan Branco. Ouais, genre, c'est un scandale, c'est une honte. Une honte. On en a gros. Jamais vu ça de mon temps. Vas-y, qu'est-ce qu'on met? Donc attendez, hop, je vais ouvrir une tweetopage. Salaud! Je vais mettre l'image, tac, dans Conneries Twitter. Voilà. Je vais sourcer, je vais mettre l'adresse exacte de l'article. Hein, parce que voilà, c'est un scandale. Il faut sourcer. Oui, on va passer 10 minutes à faire ça. Et alors, vous allez faire quoi? Hein? On va exactement passer 10 minutes à faire ça et à trouver une bonne formulation pour ce tweet que je veux aussi incisif que possible. Donc, hop, je vous remets là. Tu peux les menacer d'une enquête de Fabrice Arfi, oui. Ça, c'est drôle, monsieur Hall. Je suis abonné depuis 40 ans. Ça, c'est drôle, voilà. Merci, madame Soso. Confinement Moubarak aussi à toi. N'hésite pas à taguer les décodeurs. Confondre ainsi 2 maillons élémentaires de l'industrie textile, c'est un scandale. Ah, monsieur Hall, toi t'es chaud, toi t'es fort en tweet à la con, toi. Ça, y a du boulot, hein. Alors, on va mettre déjà, hop, dans cet article. C'est un scandale. Confondre ce cuistre de couturier avec ce cuistre de teinturier. Non, mais teinturier, il m'a rien fait. Je me désabonne. Oui, c'est ça. Ouais. Faut en faire trop, là. Faut en faire trop. Mais il faut quand même envoyer... Alors, il y a quand même une autre contrainte. Il faut envoyer un fion à Brice Couturier au passage. Il faut un truc un peu méchant sur... Parce que je l'aime pas, lui. Donc, si on peut envoyer un fion, on envoie un fion. Confondre ce cuistre de Brice Couturier. Non, mais cuistre, c'est pas ouf. Salaud! Merci Patronizes. Ah ouais, teinturier, ça fait tache. Ah. Ça c'est bien. Confondre couturier et teinturier, ça fait tache.
Voilà, ça fait boomer, ça. 40 ans que je suis abonné au Monde. Je ne pensais pas que je finançais le pire. Ça, c'est con, ça. C'est vraiment con. J'en perds le fil de vos histoires. Tu peux ajouter une touche boomer avec où va le monde, mais dans quel monde vit-on? Ouais. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Je ne pensais pas voir ça. Je ne pensais pas voir ça un jour. Et je vais l'écrire en majuscule. Attendez, parce que je vous ai pas streamé l'écrivage de tweet en fait. Donc voilà, en majuscule. Où va le monde? Et avec des guillemets. Et des points d'exclamation. C'est un scandale. Confondre couturier et teinturier, ça fait tâche. 40 ans que je suis abonné au Monde. Je ne pensais pas voir ça un jour. Où va le monde? Il faut que je signe René. Non. Je me désabonne. Et je tag Check News, décodeur. Un gars trop relou qui emmerde tout le monde pour un truc de merde. Ah, est-ce que c'est parfait là ou c'est pas parfait? Il y a à méditer. Ah oui, je vais mettre à méditer, vous avez raison. À méditer. Plus jamais ça, c'est peut-être un peu trop... J'espère que Bertrand s'occupera de votre cas. Quelle déception. Il manque le tacle à couturier. Ouais, je sais, il manque le tacle à couturier. Confondre couturier et teinturier, ça fait tâche. 40 ans que je suis abonné au Monde. Attends, je vais mettre des smileys de merde. Il faut mettre des smileys de merde aussi. Tac, tac, tac. Je peux pas voir ça un jour. Où va le monde? Je vais remettre des... Qu'est-ce que j'ai mis? Hop, voilà, comme ça. Et hop, et on va commencer aussi avec un petit mec qui a un petit monocle, parce que je pense que c'est important. Ah bah j'ai mis des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Ah bah je vais taguer le monde, hein. Bah oui. Le monde. Voilà, on va taguer le monde. Mais alors, on n'a pas dit que couturier c'était une grosse merde. On n'avait pas dit ça. Bon, écoute, je pense que ça suffit. Voilà, on va s'arrêter là. On a passé assez de temps à ça. Voilà, très bien, très beau boulot. On peut revenir à l'article, en l'occurrence. Tac. Non, c'est pas ça, Brice Teinturier. Si, c'est ça. Voilà. Eh ben, on a bien avancé. Un beau boulot aujourd'hui. Cette carpette de couturier. Oui, très bien. Cet article cousu de fil blanc. Emoji caca à côté de couturier. Mais oui. Mais oui. C'était tout simple. On peut être fiers de nous. Merci à vous. Vous avez bien aidé à donner le ton. C'était très bien. Alors donc, c'est bien. J'ai bien dénoncé les injustices. Bon, Brice Couturier, il dit quoi d'ailleurs, Brice Teinturier? Il dit « L'inquiétude sanitaire cohabite désormais avec l'inquiétude économique. Les deux ne sont pas ou plus antinomiques. » Eh ben, ça avait bien le coup de nous faire chier et qu'on perde une demi-heure. Tout ça pour dire ça, quoi. Il reste à accomplir la prouesse voulue par Emmanuel Macron, le chef de l'État, en appel à la bonne volonté des Français pour participer à cet effort en travaillant. Mais la lassitude qui s'est emparée des citoyens pourrait avoir raison de l'injonction présidentielle. Au sein même du ministère de l'économie, on se met à douter. Les professeurs et instituteurs inquiets et choqués par le drame de Samuel Paty ne vont-ils pas faire jouer leur droit de retrait? Les ménages et les entreprises sauront-ils se projeter dans un avenir aussi troublé?
On sait pas. Confinement ou pas, le moral des ménages et des investisseurs est en berne. Qui a encore envie de s'acheter des vêtements, de déménager, de partir en vacances, d'investir? Tout est suspendu, souligne M. Cohen. Et si on devait connaître une deuxième année avec un virus aussi virulent, alors tout ce qu'on aurait aimé colmater ne le sera pas. Quant aux secteurs qui font déjà figure de grands brûlés, comme la restauration, les services, l'aviation, pour eux les espoirs de reprise sont anéantis, détaille-t-il. De fait, le premier confinement avait pris l'allure d'un mal nécessaire, d'une parenthèse que tous avaient pris soin de refermer dès l'été, entraînant une reprise spectaculaire de l'activité, un plus 16% attendu au troisième trimestre. Le deuxième confinement donne le sentiment d'un jour sans fin, selon les mots du président. Après cette nouvelle vague, qui dit qu'il n'y aura pas une troisième, comme pour la grippe espagnole. Le confinement fait l'effet d'un second coup de marteau sur une économie déjà fragilisée, observe Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Le premier confinement avait conduit à une chute de l'activité de 30% sur un mois. Ce nouveau confinement, plus doux, pourrait limiter la perte à 18%, mais c'est pas rien. Les entreprises sont déjà surendettées et rien ne permet d'exclure un reconfinement en janvier, en cas de relâchement fin décembre. L'État sera obligé de revenir à une logique d'urgence, souligne aussi Céline Ozurt, économiste chez l'assureur Crédit Euler Hermès. Merci Guillaume-Mids. Merci, hello. Le seul moyen d'éviter un raz-de-marée est que l'État absorbe le choc de façon colossale, souligne Mathieu Plane, ajoutant « Contrairement aux idées reçues, la France n'est pas allée plus loin que d'autres pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, elle peut faire plus. » Et peu importe que le prix à payer soit celui d'une dégradation des finances publiques, le soutien de la Banque Centrale Européenne et la faiblesse des taux d'intérêt permettent de faire encore gonfler la dette sans pour le moment se soucier de son remboursement. Le plan de relance de 100 milliards d'euros construit au lendemain du premier confinement en cours d'examen au Parlement pourrait ainsi se muer peu à peu en plan d'urgence afin de soutenir les pans les plus sinistrés de l'activité et répondre aux appels de ceux qui, au sein de l'opposition, réclament davantage pour les plus précaires et pour la jeunesse exclue des minima sociaux. Les mesures actuelles ne sont plus suffisantes, martèle notamment Christine Pires-Beaune, députée Parti Socialiste du Puy-de-Dôme. Vendredi 30, la France Insoumise entend aussi proposer un contre-budget, identifiant tous les manques à ses yeux du projet de loi de finances pour 2021 et du plan de relance. C'est quoi ça? C'est qui meurt? Par habitant, par valeur... Ah, c'est les taux d'hospitalisation. Nous, on n'est pas bien. Nous, on est là, nous, on est dans le Rhône. Nous, je sais qu'on est pas bien. On n'est pas très bien. Là. Non, c'est là, ils sont bien là. Là ça va. Tiens, y a personne en Charente. Bon. Après, il y a peut-être personne en Charente. C'est possible. Il y a des gens en Charente, là, dans le chat? Il dit les deux, Macron. De quoi? Non, franchement, ça va pour la Charente. Finistère, je pense qu'il doit être bien. Ouais, ça va. Voilà. Allez tous en Charente, hein. Ou en Dordogne. Ah, il y a des gens en Charente, ça existe. Ah ouais. Bon, bah très bien, bah écoutez, vous êtes bien, hein. Vous êtes confinés pour nous, mais en solidarité avec nous, parce que nous, on n'est pas bien. Nous, on n'est pas bien du tout. Bon, on va passer à la situation en Europe. Partout en Europe, le Covid malmène les démocraties parlementaires. Mais avant ça, je vais regarder si ça a fait rire des gens, mon tweet, ou pas. Tout le monde s'en branle. Oui, tout le monde s'en branle. Non, j'ai des likes, ça va, j'ai des likes. Ça va. Ça va, ça me fait rire à le relire, ça me fait rire. Bon, donc c'est bon, c'est bien. C'est bien, je m'auto-fais rire. Merci à vous, hein. Bravo pour vous. Vous avez RT en masse, hein, j'espère, évidemment. 1904 likes. Ah ouais, attends, j'ai pas vu qu'il y en avait autant. Mais non. Je me disais bien, ça fait trop pour un truc sur Brice Couturier, quoi. Alors, l'Europe. Ok, donc ça a repris, j'ai pas eu de notif. Merci Twitch. Ah bah ça gueule, déjà. Ça arrive, ça râle. C'était hilarant ton Twitch, j'ai bien ri. Merci Zarzand. Voilà.
Ah oui, 1904, c'est le nombre de personnes dans le chat. Ah, il y a 1904 personnes, putain, voilà. Mais comment je sais ça, moi? Enfin, oui, parce que j'ai des pop le truc du machin, là. Putain, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Pas de RT de Mélenchon, pas cette fois. Vous avez vu le RT de Mélenchon ou pas? Vous avez pas vu ça? Enfin, si, vous avez peut-être vu. Si vous avez Twitter, pour la première fois, Jean-Luc, il a retweeté, ouvrez les guillemets. Salaud! Alors, moi, je lui ai dit... ouais, je vous explique. Jean-Luc, il a RT, ouvrez les guillemets, tu vois. Donc moi, je l'ai RT en le citant, en disant t'as RT maintenant, abonne-toi, faux sub. Ouais, maintenant faux sub, je sais plus. Non, pas faux sub, mais si, follow. Et il a répondu c'est fait, bro. Alors évidemment, le c'est fait, bro. Moi, je suis allé voir Antoine, je lui ai fait, mais c'est toi, ça qui a écrit ça. Il me fait, bah oui, mais bon. Enfin, non, il dit, je te donnerai pas mes secrets de fabrication. Mais apparemment, selon Antoine, c'est vraiment Jean-Luc qui a dit qu'il fallait RT l'épisode. Donc, bon. Mais oui, ça c'est Antoine, évidemment. C'est pas Jean-Luc qui va écrire bro, quoi. Ah voilà, tiens, il y a le code RT. Voilà, je veux prouver aux gens. Vous voyez D'abord, il a mis à gauche tous complices des islamistes et c'est le vrai compte. On est d'accord. Voilà, 2,2 millions d'abonnés, donc c'est bien, ça fait de la pub, c'est pas mal. Et il se fait pourrir, hein, par contre, dans les tweets cités. Donc vous êtes dépassé, nous dit Patriote, point d'exclamation. S'il vous plaît, retenez ça, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Waouh. Bah oui, mais c'est d'accord. Seul Manuel Valls sauve l'honneur de la gauche. Ah bah tiens, un spécialiste de la gauche, manifestement. Survivre ensemble, qui nous dit Mélenchon qui RT Usul, la boucle est bouclée. La déchéance est totale, Mélenchon qui reprend Usul. Non mais Jean-Luc, allô quoi. Bref, Mélenchon donc, qui retweet Usul, c'est déjà apparemment scandaleux, enfin bon. Donc moi je lui dis t'as RT mais faut follow maintenant. Et donc du coup il m'a répondu c'est fait bro. 6000 likes là-dessus. 6000 likes sur c'est fait bro. Donc maintenant on hésite à faire un truc un peu comme le Jean Massier invitationnel. Avec que des gens de gauche, mais plus à gauche que chez Jean Massier, tu vois, plus vénère. Et on appelle ça l'heure des bros. Et je pense qu'il y a un truc à faire sur Twitch, là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a quand même... merci, Max, Xmax. Si ça vous intéresse, il y a Bolchegeek qui va reprendre son programme de stream. Donc ça, c'est bien. La semaine prochaine, il y a la matinale de Host qui reprend. Et puis il y a une nouvelle chaîne Twitch qui se lance qui s'appelle Radio Pirate. Je sais pas si vous avez vu. On va peut-être les raids à 21h Radio Pirate. Ils font leur première ce soir à 21h, donc je pense que si on est dans les clous, on va les raid. Non, je sais pas imiter Pascal Pro, je suis désolé. C'est où qu'on signe l'heure des bros? L'heure des brocs. Oui, c'est une chaîne Twitch qui s'appelle Radio Pirate. Et oui, je suis chez Julien Pagnac dimanche. Exactement. Denis Robert, il lance pas un truc? Ça se trouve, il va lancer un truc, puis il va se faire virer du truc qu'il a lancé. Pardon. Une série à conseiller pour le confinement? Non. Oui, The Wire, voilà. The Wire tout le temps. Voilà. Le gars de Allo Place Beauvau veut faire une matinale. Oui, David Dufresne. Oui, ils sont quelques-uns, peut-être, ils vont faire, mais oui. Bon, en tout cas, ils vont faire Radio Pirate, du coup. Ça, c'est bien. On veut les confinotes. On va vous faire un confinote. Ah oui, tiens, je vous ai pas dit. On va vous faire un confinote par semaine. Ça va? Genre, sans doute le mercredi, un truc comme ça, au milieu de la semaine. Ça va, un confinote par semaine. Je me voyais pas en faire du tout, et en même temps, j'avais pas envie d'y passer non plus trop de temps. La première fois, ça m'avait bien claqué de faire les confinotes tous les jours ou presque. À la place d'OLG ou en plus? Non, en plus, bien sûr. En plus. Dorian a dit qu'il allait streamer, on se voit dans 4 ans. Oui, c'est un peu ça, ouais. Perso, j'ai kiffé la saison 2 de The Boys, ouais. Du coup, il n'y a plus les OLG, mais si, il y aura des OLG, vous en faites pas. Il y avait OLG hein, pendant le confinement, hein. Remember. J'ai fait un truc sur Raoult, un truc sur je sais plus quoi, on prenait les sujets aussi comme ils venaient. Hein. Jeu Grand Babouin, merci Jeu Grand Babouin.
Il était bien le OLG sur Raoult. Bah oui, il était bien le OLG sur Raoult. Bon alors, partout en Europe, on avait dit, oui, partout en Europe, le Covid malmène les démocraties parlementaires. Vous avez raison. Il faut s'y remettre. Donc, l'heure des trotskistes. Non, l'heure des bros, moi je trouve que c'est parfait, il n'y a rien à changer. Parce que après, j'ai retweeté le live de Révolution Permanente. Il y avait Anas Kazib dedans. Et qui animait le truc, enfin il animait comme d'hab, hein, c'est Anas Kazib, donc il gueulait quoi. Il gueulait de ouf. Anas Kazib, il est toujours en réunion syndicale, il est toujours en AG. Il est en AG permanente, Anas Kazib. Ça gueule toujours. Et bref, bon, j'avais RT pour dire que c'était un super live qu'ils avaient fait. Et lui, il m'a répondu « Merci bro ». C'est parti quoi, c'est parti. Faut empêcher Usul d'aller au bistrot pour qu'il soit productif. Oui, en effet, c'est vrai. Alors qu'Emmanuel Macron convoque des conseils de défense pour gérer la crise sanitaire, comment s'y prennent les voisins européens ? Cet enjeu démocratique pèse sur le consentement des populations à respecter ces règles inédites, tour d'horizon, dans 7 pays. Alors qu'Emmanuel Macron a pris l'habitude de convoquer des conseils de défense restreints pour décider de la gestion de la crise sanitaire, au risque de marginaliser les ministres comme le Parlement, qu'en est-il ailleurs en Europe ? Cette érosion démocratique est-elle une spécificité française ? Comment les exécutifs voisins prennent-ils des décisions face au Covid entre urgence de la gestion de crise et souci du débat démocratique ? De la Belgique à la Tchéquie, tiens, voilà, les Belges, voilà, il y avait des Belges, vous serez contents, il y aura des Belges. De la Belgique à la Tchéquie, de l'Allemagne à la Suisse, Mediapart s'est penché sur les procédures en place dans 7 États européens, eux aussi frappés de plein fouet par l'épidémie. Premier constat, les mécanismes de décision sont souples, souvent improvisés, et ont beaucoup évolué entre la première et la deuxième vague. Ici, vers plus de centralisation, là, vers une gestion à la carte, adaptée au territoire. Je vais pas faire ça tout le long, ça va être chiant quand même un petit peu. Au-delà, si certains parlements jouent un rôle plus significatif dans la gestion de la crise que l'Assemblée française, une règle se vérifie partout. Plus l'exécutif tâtonne dans sa réponse à la crise et refuse de débattre au grand jour, plus le risque grandit d'un rejet par une partie de la population de ces contraintes inédites. Voilà. En Belgique, on va commencer par la Belgique. Le Royaume est l'un des États d'Europe les plus frappés par cette deuxième vague. Avec une spécificité, le gouvernement fédéral a changé d'une crise à l'autre. Au printemps, l'exécutif de Sophie Wilmès, minoritaire au Parlement, était aux commandes. La libérale a fait le choix de convoquer le Conseil national de sécurité, une structure composée de quelques ministres régaliens censés débattre renseignement et... Quoi ? Censés débattre renseignement et sécurité nationale, voilà. Donc le Conseil national de sécurité. Ok. Ce panel, qui n'est pas sans rappeler les conseils de défense, cher à Emmanuel Macron, s'était constitué par le passé en réaction à des menaces sur la sécurité, après les attentats de mars 2016 par exemple. Faut dire Wilmès. D'accord, faut pas dire Wilmès, c'est Wilmès. Mediapart M6. Je fais plus Mediapart M6, vous voulez, on refait si vous voulez. Depuis la mise en place début octobre du gouvernement d'Alexandre De Croo. Alors merde, De Croo, comment on le dit De Croo ? On dit De Croo ou De Croo ? Alexandre... Bon, je vais chercher à boire parce que j'ai soif. Et puis vous me dites comment on dit De Croo. Ce sera de l'orangina. Alors ça se dit de croc. De croc, ok. Comme deux crocs. Vous prendrez quoi ? Deux crocs, très bien. De pleine... Donc, alors... Depuis la mise en place début octobre du gouvernement d'Alexandre De Croo de plein exercice, le fédéral belge passe désormais par un comité de concertation, une structure plus classique qui rassemble des représentants du fédéral, mais aussi des 3 régions, Flandre, Wallonie et Bruxelles, ou encore des communautés linguistiques, francophones, néerlandophones et germanophones. Cette approche croisée semble plus logique, puisque chaque échelon du millefeuille belge dispose de compétences sanitaires. Les hôpitaux, par exemple, relèvent du fédéral, quand les maisons de repos, elles, dépendent des régions. On compte pas moins de 7 ministres de la Santé reliés aux différentes entités dans le royaume. Ce bordel.
Il y a toujours le bordel. Là. C'est très créatif, hein, la Belgique, au niveau institution, contre-pouvoir, machin, millefeuille, étage, machin, mais quel bordel. Merci Robin Klemser. Robin Klemser. Toigeuse lambic. On dit tourtel. Oui, c'est un fameux bordel, oui. Nous avons vu deux manières de gérer la crise, résume Caroline Segesser, du CRISP, l'un des principaux instituts d'études politiques belges. Wilmes a misé sur un leadership plus fédéral quand De Croo propose une approche plus soft. Je fais un truc, c'est entre le belge et le suisse, c'est horrible, je suis désolé, j'arrête ça. Donc, Wilmes a misé sur un leadership plus fédéral quand De Croo propose une approche plus soft à base de concertation où l'on cherche le consensus entre les entités. Mais la méthode De Croo a déjà montré ses limites. Faute d'accord entre les partis en présence, le fédéral a annoncé la semaine dernière des mesures que la Wallonie, Bruxelles puis la Flandre ont plus ou moins durcies à la carte, quelques heures ou jours plus tard, au risque d'une cacophonie qui a dérouté les citoyens et que la NVA, première partie de Flandre et premier opposant au fédéral, s'est empressée de dénoncer. Casse-couille. On dirait un Suisse allemand, mais oui, je sais bien, désolé. Face à l'épidémie, certaines situations sont difficiles à comprendre. À Bruxelles, par exemple, les écoles francophones gérées par la communauté francophone compétente en matière d'enseignement assurent les cours à distance. Quand les écoles néerlandophones de la même région, elles, préfèrent le présentiel. Ce chevauchement des compétences débouche ici sur un élément de fragilité pour le million de Belges qui habitent à Bruxelles, relève Caroline Segesser. Faut lire l'édito du soir de samedi par rapport à ça. Oui, bah là, on va pas lire l'édito du soir de samedi. Hein. Cette dernière prévient. Lors de la première vague, tout le monde était tétanisé. Et Wilmes gouvernait de manière centralisée. Cette fois, la disparité des normes ne conduit pas à générer de la confiance. La population pourrait ne pas suivre. D'autant que beaucoup de gens en ont marre. Voilà. Là, j'ai fait plus belge, là, non? J'ai sauté un paragraphe, merde. Bon, de toute façon, on a compris, c'est le bordel. Oui, là, ça fait plus belge, on est d'accord. Mais si, ça fait belge. les Belges qui font non, pas du tout. C'est nul. C'est horrible, arrête ça. Bon, bah maintenant, on fait en Suisse. Bon, en Suisse, du coup, on va faire l'accent suisse. Longtemps élève modèle face au Covid, la Suisse connaît une explosion des cas depuis quelques jours. 8600 nouveaux cas mercredi, soit un taux de positivité des tests de 28%. Le Conseil fédéral s'est trouvé contraint mercredi soir d'annoncer une nouvelle batterie de mesures. Non mais c'est nul. Bon, le Conseil fédéral. Merci. Merci qui merci le garde des sauces. Très bien, le garde des sauces. Très très bien. Donc 8600 cas. Donc bon, là, c'est chaud ou pas là? Ah oui, 28% de positivité des tests du coup en Suisse fédérale. Le Conseil fédéral s'est trouvé contraint mercredi soir d'annoncer une nouvelle batterie de mesures sans aller jusqu'à un reconfinement de la population comme ce fut le cas en mars. Comme en Allemagne ou en Belgique, le fonctionnement du système fédéral suisse constitué de 26 cantons qui disposent de compétences en matière de santé ou d'éducation a évolué au fil des mois de la crise. C'est une situation inédite en Suisse depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un gouvernement qui a eu le droit au printemps de se substituer non seulement au canton mais aussi au Parlement, constate Pascal Schiarini, politologue à l'université de Genève, arguant d'une situation extraordinaire, comme l'y autoriserait la Constitution suisse. Le Conseil fédéral a obtenu les pleins pouvoirs et promulgué au printemps des ordonnances à la durée de vie limitée. Ces mesures devraient devenir caduques au bout de 6 mois. C'est pourquoi le Conseil a fait voter fin septembre une loi Covid qui prolonge jusqu'à 2021 ce droit d'urgence. Si les cantons ont obtenu d'être associés aux futures mesures, les partenaires sociaux ne sont que consultés. Oui, ça fait totalement... On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps d'écouter des partenaires sociaux. J'ai mal à ma Suisse. Non, mais ça va. Oh. Parlement. Le Parlement. Bref. La situation actuelle est... Non, c'est pas ça. Un collectif lancé début octobre une campagne de signature pour convoquer un référendum sur cette loi Covid afin de mettre un terme à ce droit d'urgence du Conseil.
Les pouvoirs politiques glissent du peuple au Parlement, puis au gouvernement et aux experts, s'inquiète Marion Russek, l'une des initiatives de la démarche, coprésidente de l'association Amis de la Constitution. La situation actuelle est un peu plus floue qu'au printemps, juge Pascal Schiarini. En raison de la cogestion de la crise sanitaire entre confédération et canton, certains cantons préfèrent laisser faire le sale boulot au confédéral et lui laisser la responsabilité d'affaiblir le secteur économique. Si la Confédération a tenté mercredi d'uniformiser des mesures à l'échelle du pays, port du masque, fermeture des restaurants, etc., l'universitaire est persuadé que les mesures disparates d'un canton à l'autre affectent la crédibilité et pèsent sur leur acceptabilité. L'une des choses qui pose problème aux gens, c'est lorsqu'ils constatent qu'à 3 km de chez eux, ne sont pas les mêmes niveaux de contraintes. Bah oui. Au Royaume-Uni, l'atrophie du pouvoir parlementaire... Moi, je vous laisse à l'admire, parce qu'il faut que je prépare après avec Samuel Hayat, donc si on n'a pas fini, on n'a pas fini. Bon, et en gros, ça se prononce Schiarini, d'accord. Accent malaisant, c'est comme le valaisan en moins bien. C'est ça. J'ai un accent du Malais. Plus que jamais, le Royaume-Uni s'apparente à un patchwork ajouré par endroits. Alors que la transmission du Covid-19 s'accélère un peu partout à travers le pays et que le nombre de morts et de personnes hospitalisées augmente, les règles anti-coronavirus en vigueur en Irlande du Nord, au Pays de Galles, en Écosse et en Angleterre continuent de différer les unes des autres, alimentant la confusion dans les esprits. Le Pays de Galles a choisi de suivre les recommandations des scientifiques qui conseillent le gouvernement de Boris Johnson en mettant en place des mesures coupe-feu pendant 2 semaines, fermeture des écoles, pubs, restaurants, hôtels, etc., alors même que le Premier ministre britannique refuse de soumettre les Anglais à ces restrictions. Depuis le début, la crise du coronavirus a donné l'opportunité aux 3 nations non anglaises d'affirmer leur autonomie vis-à-vis de Londres. C'est très politique tout ça. A l'inverse, l'épidémie a eu pour effet de mettre au jour les multiples lignes de fracture qui traversent l'Angleterre. L'atrophie du pouvoir parlementaire face à l'exécutif est patente et l'absence de décentralisation fait les gros titres. Mi-octobre, sous la pression des députés et des juges les plus respectés du pays, le gouvernement de Boris Johnson a consenti à soumettre le nouveau système de restriction anti-Covid à 3 échelons au vote de la Chambre des communes avant son entrée en vigueur en Angleterre. C'est bien sympa ça. Le respect du processus législatif, bien que fort bienvenu après un confinement imposé sans consultation des parlementaires en mars dernier, n'a pas permis de légitimer le semi-confinement imposé depuis la fin juillet aux 2,8 millions d'habitants de l'agglomération de Manchester notamment. Depuis, les relations entre les élus du nord de l'Angleterre et le gouvernement de Boris Johnson n'ont fait que s'envenimer sur fond de montée du chômage et d'augmentation de la pauvreté. Il y a 10 jours, Andy Burnham, ancien ministre de la Santé de Gordon Brown et maire de l'agglomération de Manchester, a tenté de s'opposer au passage de Manchester dans la catégorie d'alerte maximale des mesures anti-Covid au motif que ces nouvelles restrictions signaient l'arrêt de mort économique de l'ex-cité industrielle, qui doit pas déjà aller très fort. Au terme de longs pourparlers, Au terme de longs pourparlers, le 10 Downing Street a octroyé un soutien financier au Grand Manchester avant de faire basculer l'agglomération sous le régime le plus strict des mesures anti-Covid. Andy Burnham n'a pas remporté sa bataille contre Boris Johnson, mais l'élu travailliste a marqué des points contre le gouvernement. Le grand public a en effet découvert l'existence des Metro Mayors d'Angleterre, ces 8 maires d'agglomération dont le mandat a été créé à l'initiative du gouvernement de David Cameron, et leur utilité pour contrebalancer le tout-puissant gouvernement central. La nécessité de rééquilibrer les pouvoirs entre Londres et les régions d'Angleterre n'est plus seulement un sujet de débat universitaire. Ces maires d'agglomération sont maintenant considérés comme des personnalités politiques de premier plan par les médias nationaux. Ça va être difficile de les faire retomber dans l'anonymat, estime Matt Flinders, professeur de sciences politiques à l'université de Sheffield, dans le Financial Times. Plus inquiétant pour Boris Johnson, la colère d'Andy Burnham, donc le mec de Manchester, devenu aux yeux d'une partie des Mancuniens le roi du nord de l'Angleterre, King in the North, face au traitement injuste réservé au nord de l'Angleterre par le gouvernement, est partagé par les élus conservateurs de la région. Ah oui, c'est plus déroutant du coup. En décembre dernier, l'élection de certains de ses députés sur des terres traditionnellement acquises au Parti travailliste avait permis à Boris Johnson d'acquérir une majorité d'ampleur historique à la Chambre des communes. Or, moins d'1 an plus tard, le fameux Red Wall, le mur rouge, est en train de se reconstituer, cette fois-ci à l'intérieur du Parti conservateur. Cette semaine, 55 députés conservateurs ont formé un groupe baptisé le Northern Research Group of Tories et adressé une lettre au Premier ministre lui rappelant sa promesse de remettre à niveau le nord de l'Angleterre qui porte toujours les stigmates des années Thatcher et a subi de plein fouet l'austérité budgétaire des années Cameron.
Ce syndicat pour les députés du Nord, comme l'a baptisé son fondateur, réclame un plan de déconfinement pour le Nord doublé d'un plan de relance au moment même où les scientifiques font pression sur Boris Johnson pour que le Premier ministre renforce le dispositif anti-Covid à travers tout le Royaume-Uni. Partout, la peur de voir Noël annulé gagne du terrain. C'est la cancel culture. Nicola Sturgeon, qui joue la transparence, a prévu les Écossais la semaine dernière a prévenu. Oh là là, nouvelle faute. Attention, j'ai le tweet facile en ce moment sur les fautes comme ça. Donc, a prévenu les Écossais, j'imagine, la semaine dernière que cette année, Noël serait numérique. A l'inverse, en Angleterre, le gouvernement préfère entretenir l'illusion que Noël sera aussi normal que possible, de peur de provoquer une fronde, en particulier dans les rangs conservateurs. Jusqu'à présent, les Anglais se sont largement conformés à l'interdiction quasi généralisée d'avoir des contacts à l'extérieur, des contacts entre foyers à l'intérieur et des contacts restreints à l'extérieur. Cependant, Noël constitue un défi sans précédent dans cette crise d'un point de vue affectif, mais également légal, puisque toutes les forces de police d'Angleterre ne comptent pas faire respecter les règles anti-Covid avec le même zèle. Là, ça a posé vraiment des questions, parce que si on rappelle... parce que, vous savez, Max Weber, les gens, ils sortent toujours un État... c'est quand des gens ont capté le monopole de la violence légitime. Mais là, ils l'ont plus exactement si les flics font pas ce qu'ils disent. Il y a des endroits dans lesquels ce monopole de la violence légitime n'est plus assuré. Et donc, des endroits dans lesquels finalement il n'y a pas d'État. C'est compliqué pour ce bordel. Des commentaires sur l'exclusion de Corbyn du Labour. Non, j'ai pas tout lu. Alors j'ai lu des trucs dans le Diplo, j'ai lu des trucs dans Mediapart. Parlez-en plutôt avec Bolshevik, qui lui connaît mieux que moi de toute façon les travaillistes anglais. Moi je suis pas trop l'Angleterre. Guillotière, il n'y a pas de confinement actuellement. Bah si, moi j'habite près de Guillotière, je peux te dire, c'est quand même beaucoup plus calme. La police au Royaume-Uni n'est pas nationale mais locale. Ah merde, bah oui, mais voilà. Bon bah tant pis. Oui, mais elle obéit à l'État quand même. Elle fait appliquer les règles de l'État normalement, même si elle est locale. Elle fait appliquer des règles de l'État. Bah si là elle dit qu'elle va pas les faire appliquer. Vivement le retour de Bolshevik. Bah oui, bah lui vous pourrez lui parler de Jeremy Corbyn, de Bernie Sanders et autres Alexandria Ocasio-Cortex là. Je sais pas quoi. Voilà, on va s'arrêter là parce que le Tchèque Babis, je comprends même pas le troisième mot. Le Tchèque Babis. Salaud. Pour l'amour de Dieu, prenez-moi enfin au sérieux. Ouais, il est 20. C'est pas mal. Donc quoi tu es, bon Usul? Bah je reviens Ocasio-Castex. Alexandria Ocasio-Castex. Très bien. Froustille, merci Froustille. Octogone Cortex. Alexandria Octogone Cortex. C'est pas mal ça. Bon. Moi je vous retrouve du coup à 19h. Voilà. Avec, si tout va bien, avec Samuel Hayat pour parler... on va parler de ces universités qui sont des lieux où ne règnent pas les valeurs de la République et dans lequel un gauchisme culturel est en train de pourrir voilà, ce qui devrait être des lieux de savoir et qui est devenu le lieu de repli d'une gauche militante perdue qui ne sait plus où aller et qui a noué les pires alliances avec les pires islamistes. Voilà, on va parler de ça tout à l'heure. Donc à 19h. Et puis en attendant, je vais quand même vous basculer sur des gens quand même. On va bien trouver des gens quand même. Sur qui je peux vous basculer? Qui c'est qu'il y a là? Salaud. Qui c'est qu'il y a? Il y a plein de monde. Hein. Il y a plein de monde. Bah je vais aller... Qu'est-ce qu'ils font les gens? Bah... Zul, elle fait quoi, tiens, Zul? Elle parle. Parce que là, je cherche des gens qui parlent plutôt, moi. Ah non, mais elle raconte juste sa vie. Apparemment, elle raconte sa fibre, tout ça. Donc, c'est pas non plus ouf. Y a pas des gens qui parlent de politique, plutôt, là? Sinon, moi, je vais vous envoyer n'importe où. Hein. Vous allez... Moi, je vais vous envoyer
chez des Lyonnais, voilà, c'est ça. Vous allez aller voir Camille d'Osmosis. Allez où? Je sais pas à quoi elle joue là. Elle joue à Batman. Bon bah voilà. Solidarité lyonnaise. Hop. Et puis nous on se retrouve dans une demi-heure. Ça vous va? Oui, ça nous va. Ah bah c'est bien, ça tombe bien, parce que c'est ça que j'avais décidé. Donc. Voilà. Et pouf. Eh ben, en tout cas ici, c'est toujours le bordel. Hein. Tant qu'ils confineront pas les flics, ça va être le bordel comme ça. Hein. Confinez-moi les flics plutôt. Tiens. Allez, on se retrouve dans pas longtemps, dans une demi-heure. Bisous à toutes. Oh my god. Merci Usul pour le raid. Bienvenue dans le jeu de l'angoisse où on joue des Et on coupe le stream. Bonsoir, comment ça va?